Jérôme Cahuzac, vous êtes député. Madame la ministre a souligné que les députés allaient être associés plus étroitement à cette démarche européenne, mais évidemment votre propos portera au-delà de ça. Au-delà de ça, quel est le jugement que vous portez sur toutes ces transformations de l'euro, à la fois en tant que député, en tant que responsable socialiste? J'ignore si c'est un jugement sur la transformation de l'euro. L'euro étant un moyen, je ne suis pas certain que discourir de l'euro, même si j'ai bien compris que c'était l'objet de notre soirée, je vous en remercie Claude Bébéard de l'avoir permise, je ne suis pas sûr que discourir de l'euro, c'est-à-dire du moyen, permette d'arriver à des conclusions qui pourraient être satisfaisantes pour tous. L'euro est un élément, un des moyens de construction politique et économique, en tout cas dans un premier temps, d'un espace européen, et la crise dite de l'euro n'est que le révélateur d'une crise de cette communauté européenne, qui n'est d'ailleurs pas forcément une crise intrinsèque, qui a été une crise en partie importée, en partie endogène, mais les subprimes ne seraient pas intervenus et passés par là. D'ailleurs, certains ont longtemps cru que cette crise serait limitée au secteur immobilier et à l'Amérique du Nord. Cela n'imaginait probablement pas la faillite d'un grand établissement bancaire avec les conséquences systémiques qui en ont découlé. Quoi qu'il en soit, cette crise a révélé une fragilité dans la construction communautaire, fragilité qui se traduit aujourd'hui par les problèmes que l'on connaît quant à notre monnaie commune. Donc ces problèmes que connaît ce moyen révèlent en fait ce qui, je crois, s'est avéré être un échec, c'est-à-dire le pari que cette construction communautaire pourrait se faire sur deux piliers, les marchés et les États. Aux marchés, finalement, par les taux qu'ils imposaient aux États lors du refinancement de leurs dettes, d'imposer à ceux-ci des politiques économiques et budgétaires peut-être moins extravagantes à l'occasion, et aux États, par les convergences qu'ils s'efforçaient d'avoir entre eux, par des règles qu'ils avaient élaborées en commun et qu'ils s'étaient promis de respecter, les fameux critères, aux États d'assurer le reste. Cette crise a, je le crains, démontré l'échec de ce modèle, dont on pouvait se douter. Les marchés prêtaient à la Grèce presque au même taux qu'à l'Allemagne, ce qui, avec le recul, c'est évidemment plus facile avec le recul, mais avec le recul apparaît déraisonnable. Et quant aux États, les deux principaux États d'Europe, même si tous sont égaux, mais disons deux parmi les plus importants, n'ont pas forcément montré le meilleur exemple en 2004, 2005 je crois, 2004 pardon, puisque ce sont l'Allemagne et la France qui ont transgressé allègrement des critères dans des conditions économiques générales qui justifient mal, toujours a posteriori, cette transgression. Autant on peut comprendre ce qui s'est passé en termes de déficit public et d'aggravation de la dette lorsque la récession était là, autant en 2004 que l'Allemagne et la France, pour des raisons pas forcément identiques, mais en tout cas chacune pour son compte, ait décidé de transgresser ses règles, chacune s'appuyant sur l'autre, ça se révèle aujourd'hui un échec, et donc ce modèle a échoué, il faut donc en construire un autre. Donc c'est moins, de mon point de vue, une crise de l'euro qu'une crise de la construction communautaire qui doit trouver, me semble-t-il, un autre cadre et d'autres règles. Et ces règles et ce cadre sont à élaborer dans une période extrêmement difficile, qui voit les banques soumises à un risque de liquidité permanent. Les chiffres qui circulent du besoin de refinancement des banques en Europe, sans parler des banques espagnoles, sont des chiffres préoccupants. Et les États eux-mêmes sont confrontés à des risques de liquidité, de façon aiguë pour certains d'entre eux, à chaque refinancement de leurs dettes. L'exemple récent du Portugal, qui se refinance à 6,7%, est un exemple très inquiétant, car durablement, le Portugal ne peut continuer à se refinancer à ce taux-là, et lui imposer de telles tensions de liquidité lui fait évidemment courir un risque de solvabilité. Et donc si les États ne mettent pas en œuvre des règles qui cassent ce mécanisme de prophétie autoréalisatrice des marchés, tel État ne pourra pas rembourser, donc je lui crée des difficultés pour refinancer sa dette. Plus ces difficultés sont grandes, plus naturellement il a des problèmes à s'en sortir, et d'ailleurs il finira par être plus absolvable, ce qui prouve que les marchés avaient raison de le refinancer à des taux déraisonnables. Si les États
ne parviennent pas à casser cette prophétie autoréalisatrice et qui, par exemple, concernant le Portugal, est totalement déraisonnable. Ça ne sera pas qu'une crise de l'euro, ça sera, je crois, une crise beaucoup plus grave, de l'euro bien sûr, mais de la construction communautaire de manière plus générale. Alors, les États, en tout cas deux parmi les plus historiquement importants en Europe, l'Allemagne et la France bien sûr, ont décidé de réfléchir à ce qu'il faudrait faire. Ça peut donner du bon, on va sûrement en parler, ça a pu donner du moins bon. Je ne suis pas certain par exemple qu'annoncer après le sommet de Deauville que les marchés, d'une manière ou d'une autre, contribueraient à l'effort en acceptant, au moins pour partie, de perdre ce qu'ils auraient investi, je ne suis pas sûr que ces déclarations-là aient forcément aidé les pays, notamment du sud de l'Europe, dans leurs besoins de liquidité lorsqu'il s'agit de refinancer leurs dettes. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ces propos, en tout cas ce dessin, cette ambition, ne sont plus repris ni affirmés. Ça me paraît plutôt sage. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faudrait le faire ou pas, mais s'il faut le faire, je crois imprudent de l'annoncer auparavant. Donc maintenant nous sommes un pacte de compétitivité qui, comme chaque fois que la construction communautaire a fait des progrès, est une initiative franco-allemande, donc je m'en réjouis de ce point de vue-là. Je crains malheureusement que cette idée ait peut-être été insuffisamment préparée avec nos autres partenaires. Après tout, nous sommes quand même plus nombreux que ce que cet accord entre deux pays semble vouloir penser, semble vouloir dire. Les réactions des uns et des autres, alors dans des pays qui ne sont pas majeurs en termes de population ou poids économique, mais dont la voix compte, en tout cas dont l'autorité morale est réelle, dont l'autorité morale des représentants est réelle, il me semble que ces réactions semblent annoncer des discussions pour le moins délicates. Mais en tout cas, une chose me paraît certaine, le modèle ayant échoué, il en faut un autre. Les marchés s'étant lourdement trompés quant à l'appréciation qu'ils pouvaient porter sur les économies de tel ou tel pays, et les règles que ces marchés imposent aujourd'hui à ces pays ne pouvant conduire qu'à des choses désagréables, d'abord pour ces pays et leur population, et plus généralement pour l'Europe, c'est aux États à élaborer des règles. Au moins là-dessus, nous sommes d'accord. Des règles d'État doivent se substituer, au moins pour un temps, à des règles de marché pour sortir de cette phase extrêmement délicate qu'on qualifie de crise de l'euro. Ces règles devraient être préventives et naturellement, de mon point de vue, ne pas comporter de sanctions a priori. Quand un pays va mal, le sanctionner de surcroît a peu de chances de le faire aller mieux. Il faut donc des règles naturellement de gestion. Le semestre européen peut-être y pourvoira, de ce point de vue c'est une bonne chose. Mais au-delà d'un approfondissement que cela pourrait constituer de la construction communautaire, je crois que le dirigeant européen est un impératif à la fois européen et national, qui est de montrer aux populations qui leur ont fait confiance que les choses vont mieux, que des problèmes se règlent et que le tunnel a une issue. S'il s'agit d'une discussion dont le seul but, en apparence, serait de modifier les mécanismes de discussion ou d'élaborer une construction communautaire dont le sentiment serait qu'au fond sa seule justification est d'exister, je ne crois pas que les populations adhéreront à ce schéma-là, à cette démarche-là. Et n'adhérant pas à cette démarche-là, on sait, car on l'a connu en France, de quelle façon les peuples peuvent réagir, ce qui n'est bon, bien sûr, pas pour l'Europe, mais pas davantage pour les pays concernés, on l'a bien vu en France d'ailleurs. Donc élaborons des règles d'État à État, essayons de convaincre les pays qui aujourd'hui ont des difficultés ou qui s'apprêtent à en avoir, qu'un certain nombre de dispositifs doivent être instaurés, naturellement en associant les parlements nationaux et en les associant, si possible, le plus en amont possible, et de manière respectueuse, non pas de façon combinatoire, non pas en donnant l'impression, je ne parle pas forcément de la France, qu'à cette occasion se joue aussi une partie politique au regard de la proximité d'échéances nationales. C'est probablement, je termine là-dessus, toute la difficulté du gouvernement français aujourd'hui à l'intérieur de ses frontières, c'est d'arriver à convaincre que les mesures qu'il pourrait proposer sont dénuées, totalement dénuées, de la moindre des arrière-pensées politiques, en essayant de juger le plus objectivement possible les propos des uns et des autres sur ce sujet récemment. Ça n'est pas l'impression que j'ai pu avoir.
Sur le pacte de compétitivité, la seule chose que vous ayez dite, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui s'en méfient. Est-ce que dans ce qui a été décidé, le fait notamment qu'on avance et en matière fiscale et qu'il y ait des propositions pour avancer en matière sociale, ça vous paraît aller dans le bon sens ou non? En matière fiscale, très certainement, mais Christine Lagarde elle-même a indiqué ce qu'étaient les règles en matière de fiscalité propre. Je pense qu'il manque en Europe un leader politique, un dirigeant de pays ou un président de commission, je dis les choses comme je le pense, il manque aujourd'hui en Europe un leader qui serait capable d'imposer cet objectif et le cas échéant une méthode pour l'atteindre. Ce ne fut pas toujours le cas, de tout temps. Et le plus récemment, en 2008, pour l'avoir dit à l'Assemblée nationale, j'ai aucun mal à le dire ici, je pense que la présidence française a joué un rôle tout à fait décisif, même si ce rôle aujourd'hui ne lui est pas reconnu sur le plan politique national et encore moins porté à son crédit. Mais dans d'autres temps, d'autres hommes, de l'ordre où François Mitterrand et Helmut Kohl, ont joué des rôles absolument essentiels. Je crois qu'aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, ni la chancelière allemande ni le président français n'ont les moyens politiques en Europe, sinon d'imposer, en tout cas de convaincre rapidement leurs collègues chefs d'État et de gouvernement que l'objectif, on en parlait avec Christine Lagarde, qui je crois serait assez facilement consensuel en tout cas en France, c'est-à-dire élaborons des règles d'État, d'accord sur le principe, voyons ce qu'il en serait, mais je ne crois pas que cela, ni l'une ni l'autre, n'aient les moyens, me semble-t-il, politiques aujourd'hui en Europe, de convaincre rapidement. Or, il y a quand même une certaine urgence. Il y a une certaine urgence, j'indiquais tout à l'heure ce qu'étaient les tensions de liquidité pour le Portugal, on sait ce que sont les pays derrière qui pourraient être menacés. De ce point de vue, une des mesures d'urgence serait, mais je sais que l'Allemagne y met des conditions très dures, non pas le doublement, mais le triplement, le quadruplement du Fonds européen de stabilité financière, quand il est vrai qu'il faut absolument des moyens communautaires pour aider un pays ayant des difficultés de liquidité. Il faut des moyens bien plus importants que ceux qui ont été mobilisés pour aider un pays, le cas échéant, à anticiper ses problèmes de solvabilité. Prêter un pays à un taux relativement faible pour qu'il rachète sa dette moins chère qu'il ne l'a émise et à des taux d'intérêt plus élevés, c'est évidemment l'aider dans ses difficultés de solvabilité et donc faciliter le règlement des difficultés de liquidité qu'il a à régler tous les 2, 3 ou 6 mois. Mais pour ça, il faut des moyens considérables que l'Allemagne ne semble pas aujourd'hui vouloir consentir, sauf à ce qu'un nouveau pacte s'établisse. Mais il me paraît tellement difficile à obtenir l'accord, même à une majorité qualifiée, même pour un nombre restreint de pays, que je crains que ce processus n'ait pas un calendrier à la mesure de l'urgence. Et s'il faut attendre qu'un troisième pays connaisse les difficultés qu'ont connues la Grèce et l'Irlande, pour des raisons d'ailleurs, vous l'avez indiqué, radicalement différentes, et s'il faut attendre que ce troisième pays connaisse des difficultés, lors même que son stock de dette n'est pas beaucoup plus important qu'ailleurs, que son déficit public n'est pas tragique non plus, surtout comparativement à d'autres pays, il faut attendre qu'un troisième pays, on pense au Portugal, connaisse ces difficultés, alors, de la même manière qu'avec la Grèce, on peut penser qu'on a agi peut-être un peu tard, alors pour ce pays et pour la construction communautaire, on aurait pris encore du retard, et ça ne laisserait pas d'inquiéter.